Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Toute l'Europe en débat, en direct du Parlement européen de Strasbourg. Je reçois aujourd'hui une députée européenne belge, socialiste, membre de la Commission du commerce international, pour parler de l'accord UE-Canada, dit CETA, qui vise à libéraliser les échanges entre les deux entités. Marie Arena, bonsoir. Bonsoir. Marie Arena, le CETA a été approuvé ce matin, mercredi 15 février, par le Parlement européen, à 408 voix contre 254. Vous avez voté contre, la majorité n'est pas si large. Quel est votre sentiment ce soir ? Alors plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'un accord qui aurait dû être un accord dit facile parce que, comme tout le monde le dit, le Canada est un pays proche de l'Europe, et bien finalement n'a pas été vraiment soutenu au niveau du Parlement européen. On parle des contre, mais il y a aussi eu 33 abstentions. Donc si on fait la somme de ceux qui ont voté contre et ceux qui se sont abstenus, eh bien je pense que la majorité est assez courte pour le moment au Parlement sur un accord qui aurait dû être facile. La deuxième chose, c'est que tous ceux qui ont défendu le CETA avaient un seul argument, c'était face à Trump, il faut réagir par l'ultralibéralisme du CETA. Et je trouve ça assez particulier que cet argument vienne aujourd'hui sur la table. Cet accord CETA a été négocié il y a déjà 7 ans. Trump n'existait pas. Et les tenants du libre-échange avaient les arguments de face à Obama qui est près de nous, nous devons absolument faire des liens avec le continent américain. Et donc moi, ce que j'en retire, c'est pour les ultralibéraux, peu importe la raison, il faut aller plus loin dans le libéralisme. Et pourtant, aujourd'hui, les citoyens européens ne nous disent pas ça. Ils nous disent aujourd'hui qu'ils ont des préoccupations par rapport à cette mondialisation, des préoccupations sociales, des préoccupations environnementales. Tout cela n'est pas prévu dans l'accord CETA. Je pense que c'est une occasion manquée. Comme je l'ai dit, l'Europe mérite mieux. L'Europe mérite de pouvoir négocier des accords qui soient des accords équilibrés entre le droit des entreprises, bien entendu, mais aussi et surtout le droit des citoyens européens qui aujourd'hui est largement bafoué dans le cadre du CETA. Avant le vote, il y a eu la commission emploi, à laquelle vous appartenez également, qui a appelé à voter contre. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des libéraux et des conservateurs qui, ce matin, ont voté pour le CETA, qui ont émis des doutes sur les bienfaits du CETA pour l'emploi en Europe? Alors oui, dans la commission emploi, nous avons une majorité pour voter contre. Tout simplement parce que dans cette commission, nous avons pris en considération des préoccupations qui sont des préoccupations sociales. Quand on a posé la question à Mme Malmström sur la création d'emplois par le CETA, elle nous a dit « Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas combien d'emplois le CETA pourrait créer. Nous avons des études qui montrent que le CETA peut détruire des emplois. » Nous avons parlé dans le cadre de la commission emploi des garanties de protection des travailleurs. Aujourd'hui, dans le cadre du CETA, il n'y a aucune garantie des protections des travailleurs et, a fortiori, le Canada n'a pas signé certaines conventions de l'OIT auxquelles l'Europe appartient. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été posées dans le cadre de la commission emploi pour lesquelles il n'y a pas eu de réponse. Certains députés de la commission emploi ont voté contre en commission emploi, mais manifestement, ils ont suivi la ligne de leur groupe en plénière, le groupe ALDE ou le groupe PPE. Et justement, au sein du groupe des socialistes européens auquel vous appartenez, tout le monde n'a pas voté comme vous. Les Belges, les Français ont voté contre, mais d'autres nationalités, en tout cas pas dans leur intégralité, se sont prononcées pour. Pourquoi est-ce que le CETA porte plus atteinte à certaines économies européennes plutôt qu'à d'autres? Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles le groupe socialiste et démocrate a été divisé sur la question. Je pense que nous ne sommes pas divisés sur les valeurs du commerce international. Nous voulons du commerce international et nous voulons que ce commerce international prenne en considération les enjeux qui sont les enjeux environnementaux ou les enjeux sociaux. La seule chose, c'est que, comme je le disais, le CETA a été négocié pendant plus de 7 années et il y a des députés de mon groupe qui ont travaillé sur cet accord CETA, qui ont réussi à améliorer l'accord CETA et qui ont estimé qu'avec les améliorations qu'ils avaient obtenues, nous devions voter pour parce que c'était un accord qui était amélioré par rapport au passé. Ce que je leur ai répondu, c'est, vous savez, quand vous habitez dans un appartement qui n'a pas de fenêtre, vous avez beau le meubler comme vous voulez, ce sera toujours un appartement sans fenêtre. Et donc, le CETA, c'est ça. C'est finalement un accord de commerce qu'on a essayé d'habiller autrement, mais qui finalement reste un accord du commerce du passé. Et donc, on n'a pas réussi à convaincre ceux qui étaient là avant et de les tourner vers l'avenir. Et c'est ce qui a fait la scission à l'intérieur du SND. Par contre, nous avons
opté pour une résolution par rapport à la manière dont à l'avenir nous devrions travailler sur le CETA, sur les accords commerciaux dès le départ, c'est-à-dire pas après cette année de négociation, mais dès le départ, au départ de la négociation. Et là, nous avons une résolution commune qui montre que nous demandons à l'avenir que plus jamais un traité ne soit je dirais, sur le modèle du CETA. Nous voulons qu'il y ait un équilibre entre les avancées sociales, environnementales et économiques. Y compris au niveau de la procédure, parce que si on revient un instant sur la manière dans laquelle ça s'est passé, c'est Kafka. C'est-à-dire que les États membres donnent mandat à la Commission négocie au nom des États, le Parlement européen se prononce, mais également les parlements nationaux, parfois avant, parfois après, parfois les deux, ce n'est pas les mêmes règles pour tout le monde. Il faut revoir complètement les règles, sinon on ne signera jamais rien. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses à changer. La première, c'est la transparence du mandat. Actuellement, c'est vrai que le traité de Lisbonne ne donne pas de compétences au Parlement par rapport au mandat. Donc le mandat est donné par le Conseil à la Commission, le Parlement est hors jeu. Je pense que sans changer les traités, il y a moyen d'avoir des accords interinstitutionnels qui permettent de dire le mandat est trop important pour le laisser dans, je dirais, les mains uniquement de la Commission et du Conseil. Il faut impérativement qu'il y ait discussion publique sur ce mandat dès le départ au niveau du Parlement européen et des parlements nationaux. Ensuite, je pense qu'il est important aussi que tout au long de la procédure, les trois conseils, commissions et parlements travaillent ensemble, mais aussi de manière transparente, c'est-à-dire que les documents soient accessibles à tout un chacun et pas dans des salles de lecture telles que nous l'avons actuellement au niveau du Parlement. Est-ce que si le Parlement européen, par exemple, est davantage impliqué dans l'élaboration et dans la négociation en toute transparence, on pourrait éventuellement se passer des parlements nationaux parce que ça serait suffisant pour le plan démocratique ? Tout dépendra. Vous savez que le traité dit si nous avons des accords mixtes, ces accords, c'est-à-dire qui concernent des compétences qui sont des compétences non exclusives de l'Europe, il doit y avoir un positionnement des parlements nationaux. Si c'est un accord non mixte, c'est-à-dire exclusivement sur les compétences européennes, on peut décider tout seul. C'est à la Commission à décider si elle veut travailler sur des accords commerciaux les plus larges possibles. Ils seront d'office des accords mixtes et donc les parlements nationaux devront s'exprimer. Si par contre la Commission choisit d'avoir des accords commerciaux plus étroits, plus ciblés, alors ce sera de la compétence exclusive de l'Europe. Mais ça, ce sera un choix qui est un choix politique important. En attendant un éventuel changement de règles, le CETA a été voté. Maintenant, si je comprends bien, il peut entrer en vigueur de manière provisoire dès le mois prochain, sauf pour ce qui concerne les tribunaux d'arbitrage qui doivent attendre l'approbation de tout le monde. Tout à fait. Donc il y a une reconnaissance de la mixité de l'accord CETA. Donc c'est-à-dire l'accord CETA concerne à la fois l'Europe et en même temps les États membres. Et plus particulièrement sur la partie investissement et les cours et tribunaux privés en termes de règlement des différends sur les investisseurs États. Ce qui veut dire que ce que nous avons décidé ici au Parlement européen ne s'applique que sur la partie non mixte. Donc il y a une entrée provisoire de cette partie non mixte. En ce qui concerne la partie mixte, c'est-à-dire les États membres, chaque État membre devra ratifier pour que cette partie entre en vigueur. Mais les États membres pourront aussi contester la partie non mixte. Oui. C'est-à-dire qu'ils pourront dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette partie non mixte. Et si un État membre le décide, il devra saisir le Conseil et il devra y avoir une décision du Conseil par rapport à la poursuite ou non de l'accord CETA en tant que tel. 38 parlements nationaux et régionaux à consulter au cours des prochains mois. Ça va être très long, on se dirige vers une prolongation de la guérilla entre les partisans et les opposants du CETA. Alors je pense qu'effectivement les organisations de la société civile, que ce soit les syndicats, que ce soit les ONG, mais aussi les représentants des petites et moyennes entreprises, des agriculteurs qui ont mené un combat important contre cet accord parce qu'il vient les affaiblir, ça les rend plus vulnérables. Je suppose que ces acteurs vont continuer à faire le travail au niveau national et il pourrait effectivement y avoir des blocages au niveau national. Je prends un exemple de mon pays, la Belgique, où nous avons non seulement l'État fédéral, mais des parlements régionaux qui ont une autonomie complète en la matière. Eh bien, le Parlement wallon et le Parlement bruxellois ont dit « Nous ne pouvons ratifier le CETA dans sa partie mixte
que quand nous aurons deux garanties, la première est la réponse de la Cour en ce qui concerne la compatibilité de l'accord avec les traités, et le second concerne la modification des cours d'arbitrage qui aujourd'hui sont encore des cours privés et où les Wallons demandent qu'ils deviennent des cours publics. Et donc les Wallons ont déjà dit d'entrée de jeu qu'ils ne ratifieront pas si ces deux conditions ne sont pas garanties. Il est donc encore possible d'apporter des modifications, Bien sûr, même si le Parlement s'est prononcé. Et d'ailleurs la Commission a dit qu'elle apporterait des modifications. C'est une des raisons pour laquelle je trouve qu'il n'était pas correct de voter aujourd'hui au Parlement européen un document qui fera l'objet de modifications et qui sera présenté aux parlements nationaux. Affaire à suivre donc. Maria-Arena, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis aux lecteurs de toute l'Europe au mois prochain pour une nouvelle émission. Et d'ici là, vous pouvez continuer de suivre l'actualité européenne sur notre site www.touteleurope.eu.